Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Seuls les véhicules portant les nouvelles plaques officielles ou corps diplomatiques et consulaires pourront circuler avec des vitres teintées à partir de ce samedi. L'annonce en a été faite par le Premier ministre Joseph Joute. Des résidents de la capitale saluent la décision prise par le gouvernement d'interdire les véhicules de circuler avec des vitres teintées dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Ils demandent aux autorités de prêcher par l'exemple. Les véhicules immatriculés services de l'État seront systématiquement contrôlés, selon le directeur général de la PNH, Léon Charles, qui annonce la mise en place d'un numéro spécial, le 122, afin de lutter contre les kidnappings. Le gouvernement a répondu favorablement aux revendications de la population qui exigeait que les vitres des véhicules soient déteintées. Le Premier ministre Joseph Joute a fait valoir que seuls les véhicules avec les nouvelles plaques minéralogiques officielles, les corps diplomatiques et consulaires ne sont pas soumis à l'interdiction. La décision adoptée par le Conseil supérieur de la police nationale a été approuvée mercredi par le Conseil des ministres et entrera en vigueur le samedi 6 mars. De nombreux kidnappings avaient été réalisés par des individus utilisant des plaques service de l'État. Les citoyens disposent d'un délai de moins de 72 heures pour se conformer à la nouvelle réglementation. Toute machine teintée, machine vite, ça les vite fumée, yo interdit pour yo rouler sur tout territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit moun, yo joignent qu'à rouler avec une machine vite teintée, vite fumée, la police apprend mesures que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine qui a exempté de mesures ça, c'est machine qui a une plaque officielle, nouvelle plaque officielle là, qui a une couleur jaune, c'est machine corps diplomatique, c'est machine corps consulaire. Nous connaissons, nous t'a posé une question, et machine policière. Même machine police, pas gain droit. Machine la police, machine PNH, pas gain droit circuler avec des vitres teintées. La police besoin circuler avec vitres teintées, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concernés, Premier ministre là tout, qui a une machine privée, mais Premier ministre là, pour le sortir de la machine privée, vite là pour obligé clair pour tout le monde figure. Le besoin machine vite teintée, machine privée bien entendu, la mettre sécurité dans le pays. Des habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince applaudissent la décision prise par le gouvernement de demander aux propriétaires de procéder à la déteinte de leurs vitres pour aider à combattre les actes de kidnapping qui rongent la société haïtienne. Par ailleurs, ces citoyens déplorent que les mesures prises ne soient pas générales, c'est-à-dire qu'ils n'incluent tous les hauts fonctionnaires de l'État indistinctement. Les citoyens ont fait ces déclarations jeudi lors d'un micro-trottoir réalisé par une équipe de métropole. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Cela fait quelque temps que l'insécurité, principalement le kidnapping, éclipse tous les grands dossiers de la vie nationale. Car personne ne sait quand peuvent surgir les ravisseurs qui, par la suite, exigeront de très fortes sommes d'argent pour leur rendre la liberté. Après des hésitations, le gouvernement a annoncé, entre autres, l'interdiction temporaire de circuler dans les véhicules dont les vitres sont teintées sur toute l'étendue du territoire national. Les premières réactions de certains citoyens rencontrés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince semblent aller dans le sens du gouvernement. Maintenant, son bas MT voulait pour le gouvernement retirer.
Parce qu'avec tête là, on va pas contrôle monde qui dans la machine. Ça veut dire depuis monde dans la machine là, tout le monde paie. Il y a un grain, il y a 2 grains, il y a 4 grains, il y a 5 grains, il y a 6 grains. Mais les machines n'ont pas tenté. N'importe policier qui doit camper machine là, il suffit de plusieurs monde là-dedans. Ça veut dire si il y a 5 personnes, 6 personnes, un policier qui doit camper machine là, fait tout le monde descendre. Et puis il pose tout le monde question, est-ce que ça va? Détenter vite non? Détenter vite là, moi je crois que c'est un bail qui est normal. C'est parce que gagnons peur, gagnons phobie en Haïti qui veut dire on tire peur l'autre toujours un bail qui a caché. Malgré vite tête yo fait là on boy mais c'est pas lui qui catégorie solution en même pas lui. Notre décision qui est prendre qui est combattre kidnapping. Les filles quel que soit le pays, depuis qu'il y a kidnapping, c'est pas forcément c'est l'État ou le gouvernement pour ce problème là. Faut que la population prenne responsabilité. Par contre, les exceptions à la nouvelle règle édictée ne sont pas sans faire grincer les dents. Ces interrogés déplorent la disparité et le déséquilibre dans les mesures. Ils font des propositions. Mais ça qui va être bizarre, c'est lorsque yo dit c'est yo pas prend, c'est pas toute machine officielle pas dedans. Mais je pense que le fait que souvent des monde qui kidnappé nous gagne avec mon pouvoir, si réellement c'est ça, ça va pas baisser parce qu'il y a plus de machine officielle pour faire ça. Je pense que c'est une décision d'État plus belle si c'est tout le monde dit, tout le monde net, toute machine net, officielle ou pas, service de l'État. Si que vous voulez finir avec le kidnapping, il faut que vous dit toute institutionnelle, nous devons pencher sur les policiers, le gouvernement, parce que si le gouvernement a une sécurité qui est rapprochée, il est obligé de toujours conserver, il faut que vous tentez vite. Si vous avez besoin de ça, vraiment, exemple de commencer beaucoup plus tard. Il y a peu, le président de la République Jovenel Moïse, accompagné des membres du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, a donné une conférence de presse pour évoquer les grandes mesures à prendre pour contrer les actes d'insécurité, notamment les kidnappings. Quelques jours plus tard, les cas d'enlèvement sont loin d'avoir disparu, bien au contraire. Que doit-on attendre cette fois-ci? Nul n'en est certain. La PNH annonce la création d'un numéro spécial, le 122 122, et un contrôle plus strict des véhicules immatriculés service de l'État pour combattre le phénomène de l'insécurité. En conférence de presse mercredi, le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, a demandé à la population de collaborer avec les agents pour améliorer le climat sécuritaire dans le pays, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Par ailleurs, il a mis en garde tout individu voulant se faire passer pour un intermédiaire afin de négocier la libération des personnes kidnappées. N'a mettez un numéro très simple pour que la population puisse communiquer avec nous. Le numéro ça c'est 122 122 cap opérationnel à partir de vendredi. Côté population qui relais la police là, n'a pris information pour agir rapidement ou bien pour nous traiter pour agir après. Parce que le problème kidnapping c'est pas un problème police seulement. Il vient un problème de société. Côté tout le monde doit participer là-dedans pour nous capable comment capable rétablir la confiance pour nous capable pour population capable rapprocher de la police. J'aime dire là son responsabilité partagée. La police est prête pour jouer rôle parle et n'a bail numéro de téléphone ça simple 122 24/24 qui est disponible pour nous prendre information dans la population. Mais entre-temps, la population qui a utilisé le téléphone 38 38 11 11 38 39 11 11 38 38 11 11 38 39 11 11. Donc c'est le lien que nous avons essayé d'établir avec la population pour ensemble, dans le principe responsabilité partagée ça, pour nous capables stopper le phénomène que la famille a souffert, la société a pas capable encore, et la police a dit
avec le commandement, nous à terre. Nous remarquons tout, quand pile monde qui a imposé tête en tant que négociateur. Sans yon pas autorisation par un monde qui enlevé yo, sans yon pas travailler avec la police là. Moun sa faut connaître comportement ça pas bon et la police va relé yo pour yo ouais qui motivation yo. Parce que tout ça rentré dans stratégie que nous avons utilisée pour freiner monter cas enlèvement yo. Jean nous la police a mobilisé, n'a fait 24 sur 24. Nous allons faire des fouilles, intensifier fouilles à travers la zone métropolitaine, question vite TT, question plaque service de l'État, question plaque officielle qui pas actualisée. La police n'a pas gagné passe pour qui, la police va fouiller tout le monde. Ces mesures préventives que nous allons faire, que nous avons pris et que nous commençons à prendre, renforcer pour nous capables de couper le phénomène ça. Et pour que la paix, finalement, et de façon permanente, retourner pour que tranquillité d'esprit, pour que Timoun yo à l'école, pour que nous empêchions que le pays respire et puis que tout le monde cavaque à occupation. Face à la montée de l'insécurité et à la multiplication des cas de kidnapping, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures. La dernière en date concerne les vitres teintées des véhicules. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le colonel Himmler Rébu, président du GRÉ, Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Bonsoir, colonel Rébu. Bonsoir, Serge. Bonsoir à toutes les personnes qui aiment Métropole. Ah, merci. J'espère qu'il y en a beaucoup. Bon, vous avez adressé, colonel Rébu, une lettre ouverte au Premier ministre aujourd'hui en réponse à cette dernière mesure qui est la prise concernant les vitres teintées. Vous avez décliné votre lettre en 9 points différents. J'aimerais en aborder au moins 2 avec vous, car apparemment le Premier ministre est un peu revenu sur ce qu'il avait dit. Le premier, c'est le point numéro 4 concernant les exemptions et les non-exemptions. Vous avez suggéré que seuls les convois du président et du Premier ministre soient exemptés de l'obligation de déteinter les vitres. Par contre, vous étiez favorable à ce que toutes les voitures officielles ainsi que les voitures du corps diplomatique et consulaire soient obligés d'éclaircir leur teinte. À ce propos, un petit point. Pour ce qui concerne le corps diplomatique et consulaire, vous avez dit « sauf les véhicules de la République dominicaine ». Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire pourquoi cette exception? Bon, parce que on a avec la République dominicaine une liaison directe et terrestre. D'accord. Donc, à partir de ce moment, les règles que nous avons en Haïti par rapport aux problèmes que nous expérimentons ne sont pas les mêmes qu'en République dominicaine, où les véhicules à vitres teintées ont le droit de circuler parce qu'ils ont un dispositif de surveillance territoriale beaucoup plus apte à résoudre, à anticiper les problèmes liés à l'insécurité. Maintenant, on ne peut pas demander à un diplomate dominicain de faire déteinter son véhicule s'il rentre en Haïti avec le véhicule, avec les plaques de la République dominicaine. Pour les autres diplomates qui n'ont pas une liaison terrestre, c'est totalement normal qu'ils aient des véhicules normaux comme tout le monde. D'accord, très bien. Bon, voilà un petit point qui a été clarifié. Maintenant, le Premier ministre a répondu en disant que pour lui, non seulement les voitures des convois, mais également les voitures officielles ainsi que les voitures diplomatiques et consulaires seraient exemptées. Qu'est-ce que vous pensez de ces exemptions? Je ne pense pas que ce soit une bonne mesure, d'autant que les officiels en Haïti, les vrais officiels, les responsables, par exemple les parlementaires, les ministres, les secrétaires d'État, les directeurs généraux, les juges
tous ceux-là qui ont droit à une plaque officielle, quand ils rentrent à leur bureau, ils n'ont pas le contrôle sur le véhicule. Le véhicule est totalement sous le contrôle des chauffeurs. Et assez souvent, il se passe des situations totalement dehors du contrôle de l'officiel. Donc je pense que même pour la protection de ces officiels-là, il eût mieux valu que tout le monde ait des véhicules au vide non teintés. Oui, c'est d'ailleurs, nous avons fait un micro-trottoir, c'est d'ailleurs l'opinion disons, la majorité, pour ne pas dire la totalité des gens qui avaient été interrogés et qui disaient qu'il faudrait que le gouvernement lui-même prêche par l'exemple et fasse déteinter toutes les voitures officielles et services de l'État. Donc, on vous rejoint là entièrement sur cette question. Deuxième point qui va peut-être plus loin que la question simplement des vitres teintées, c'est votre cinquième point qui est l'identification des intervenants. Vous dites qu'il faudrait que chacun des intervenants ait leur nom sur une étiquette numérotée et visible et que la cagoule soit interdite sur la voie publique. Et ça, c'est un problème. Je connais beaucoup de gens qui disent que si à 8 heures du soir, dans un endroit un peu reculé, il y a 4 policiers qui demandent de s'arrêter, ils n'ont pas prêté, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ont affaire à de vrais policiers. Comment on peut résoudre ce problème? Justement pour cette raison, et c'est pourquoi dans le premier point, j'ai établi qu'il faut jouer sur le temps et la confiance à établir. Il y a une très grande peur au niveau de la population sur la qualité et la typologie des gens qui sont dans l'infrastructure d'intervention sécuritaire. Donc il faudrait dans un premier temps accorder un délai beaucoup plus long et aux structures de l'État pour qu'ils puissent effectivement mettre les mesures en application, mais permettre aux citoyens aussi d'être délestés d'une certaine pression de l'immédiat. Ça permettrait aux infrastructures de décision de l'État de mettre en place des structures que j'appelle de blocage ou de verrouillage des zones reconnues comme étant des points d'entrée et de sortie de kidnappés. Un système de verrouillage en contrôlant systématiquement ce qu'on appelle dans le jargon sécuritaire ou militaire des avenues d'approche, premièrement. Et deuxièmement, avoir un quadrillage à double palier, le palier invisible, qui serait les agents de la sécurité de l'État, de la sécurité intérieure de l'État, composé de citoyens totalement banalisés, et une infrastructure sécuritaire visible d'intervention et d'interception composée essentiellement de policiers à visière levée et identifiés, parce que quand le policier intervient auprès du citoyen, c'est pour sa protection, c'est pour son bien, c'est pour la protection de la collectivité. Donc il n'y a aucune raison que cet intervenant de l'État ait à se cacher. Il doit être visible et c'est ce qui va sécuriser le citoyen. Maintenant, un dispositif comme ça, mis en place pendant environ 3, 4, 5 jours avant l'application de la mesure, mettrait la population dans une situation de meilleure confiance. On serait étonné de voir qu'après 15 jours, 22 jours d'opérationnalisation de ce système, on reverrait les gens à sortir, aller au restaurant, à sortir, aller danser, et parce que on aura l'impression, le sentiment que la ville est sous le contrôle de l'État. Ceci est totalement réalisable. Tout à fait, tout à fait. Colonel Rébu, est-ce que vous savez, est-ce que dans le texte du gouvernement, est-ce que vous savez ce que les intervenants sont supposés faire si, dans le cas de contrôle, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est hors la loi, enfin quelqu'un qui ne respecte pas? Quelles sont leurs prérogatives? Non, ils ont ce qu'on appelle les standard operations de procédure, et dans l'évaluation d'une menace et dans la riposte proportionnelle par rapport à la menace. Et j'ai l'absolue conviction que les gens
les agents de la police nationale sont totalement instruits et capables de mettre en application les mesures de protection citoyenne. Ça, ils savent quoi faire dans chaque situation. Il y a une évaluation de la situation et il y a une réponse proportionnelle à ce qui représenterait une menace. Je ne pense pas là qu'il y a à instruire les agents de la force publique sur ces sujets-là. Très bien. Un autre angle, colonel Rébu. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend des mesures pour résoudre tel ou tel problème. L'expérience nous montre qu'en général, ces mesures sont respectées pendant 3-4 jours, maximum une semaine, et après, elles tombent dans l'oubli. Ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de faire déteinter les vitres. Il y a eu d'autres fois où on a déclaré que les poids lourds ne devaient pas rouler en dehors de 10 h du matin et 6 h du soir. Et il n'y a jamais eu autant de poids lourds dans les rues de Port-au-Prince. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci, vu l'urgence de la situation, et le gouvernement va tenir ses engagements et qu'on commencera à avoir un petit souffle dans ce domaine des kidnappings et de l'insécurité? En matière de gestion sécuritaire, voire de la gestion d'un État, et c'est un principe de base, vous ne devez pas donner un ordre quand vous n'avez pas la capacité de superviser son exécution. Ce n'est pas ce que l'expérience nous a montré. Bon, c'est un principe. Ouais. Maintenant, le principe dit, vous ne mettez pas une mécanique en branle si vous n'avez pas la capacité de la supervision, du contrôle et de l'évaluation post-intervention. Ça, c'est un principe de base. Et si vous avez un dispositif, ce que j'appelle un quadrillage des villes, oui, vous devez avoir le dispositif invisible, vous devez avoir le dispositif visible d'intervention, vous devez avoir aussi un dispositif d'inspection et de vérification. ouais. Et ensuite, avoir chaque semaine une structure d'évaluation et pour permettre la réadaptation et du dispositif. Parce que dès que vous mettez un dispositif de sécurité en place, il suffit d'avoir une semaine d'application que le bandit, qui travaille beaucoup plus dans la stratégie pour ses propres activités, trouve les points faibles. Donc il faut avoir en permanence ce qu'on appelle une mise à jour et de l'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de solution sécuritaire absolue et définitive. Donc ça doit être constamment renouvelé et c'est l'évaluation périodique qui va permettre de réajuster les stratégies. Très bien, colonel Rébu. Parmi les 9 points que vous avez abordés dans votre lettre ouverte au Premier ministre, quelles sont les 3 mesures qui vous paraissent, ou les 3 conseils, parce que ce sont des conseils que vous avez donnés. Vous avez commencé par dire que vous étiez d'accord avec le principe et que vous faisiez des suggestions. Alors, parmi les 9 suggestions que vous avez écrites, lesquelles vous paraissent les plus importantes? Et premièrement, le verrouillage des zones de transit, d'entrée et de sortie des kidnappings. La première chose. D'accord. Le verrouillage systématique. Deuxièmement, la mise en place du quadrillage urbain. Et même sur les axes routiers également. Oui. Ça, c'est le premier point, le temps et la confiance. Il faut que... Oui, allez-y, colonel. Allez-y. Allô? Allez-y. Oui, il faut que les citoyennes et les citoyens aient le sentiment que l'État est là, est présent. Il y a des questions qui sont approchées de manière relative. Par exemple, la question des ports. Oui. L'approche est un peu trop rapide. Oui. Il y a également les mouvements financiers liés aux transactions dérivant des rançons. Très important. Ce sont des valeurs qui doivent rentrer dans le système économique global. Il n'y a pas que les forces armées, les forces de police à intervenir. Il y a les forces de la structure
de sécurité économique de l'État qui ont leur rôle à jouer. Bien sûr, bien sûr. D'accord, maintenant, un tout petit point en ce qui concerne le verrouillage des avenues et le quadrillage de l'espace territorial. Tout le monde constate que si un véhicule décide de ne pas obtempérer à un ordre d'arrêt d'une patrouille, la dite patrouille n'a aucun moyen de poursuivre le véhicule en question. Comment est-ce qu'on résout ce problème? C'est dans le cas où le quadrillage n'est pas fait. Parce que le système de quadrillage urbain vous permet, par exemple, à l'agent non visible d'identifier un potentiel contrevenant, de le signaler à l'infrastructure d'intervention pour que l'interception puisse se faire. Si le quadrillage est bon, il est impossible qu'une personne en infraction puisse se déplacer sur plus de 500 mètres sans être interceptée. Donc ce que vous dites là, c'est dans le cas où le quadrillage est imparfait ou n'est pas mis en place. D'accord, d'accord. Pour finir, colonel Rébu, j'aimerais soumettre à votre appréciation cette déclaration récente d'un général africain. Je le cite. Quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Général Maele Bokungu Lieko. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Il y a de l'insécurité au niveau de la population. C'est quand les chefs ne sont pas à leur place ou ne font pas leur travail. Ou bien, il y a une inversion où les chefs sont devenus eux-mêmes des criminels. C'est évident. Donc vous êtes d'accord avec ce général? Le colonel est d'accord avec le général? Absolument. Dans aucune société, le désordre ne se fait jamais à la base dans aucune société. Quand vous voyez le désordre à la base, c'est l'expression de malaise ou de choses mal faites ou bien faites négativement par exprès au niveau de la tête. Bon, bah écoutez, colonel Rébu, merci. Merci de vous être rendu disponible pour nous, pour cette interview en visioconférence, encore une fois. Et puis, bonne continuation. Toujours un plaisir. Et il faudrait aussi que les autorités n'oublient pas qu'ils avaient eux-mêmes sorti un décret demandant aux citoyens d'aller payer environ 10 000 gourdes pour le droit de faire la test de leur véhicule. Je pense qu'il serait très élégant et même politiquement intelligent que ces valeurs-là soient retournées aux citoyens. Voilà, ça c'était votre 9e point sur la moralité publique. Encore une fois, merci colonel Rébu, bonne fin de journée et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et je salue tout le monde, ne désespérez pas. Très bien. Voilà, c'était le colonel Himmler Rébu, président du GRÉ, qui est le grand rassemblement pour l'évolution d'Haïti, qui nous donnait son point de vue sur les dernières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité et les kidnappings, et en particulier cette dernière mesure concernant les vitres teintées des véhicules. Le vice-président du Sénat haïtien, M. Kedler Augustin, s'oppose à la proposition visant à faire disparaître le grand corps du système politique haïtien. Intervenant à l'émission Le Point de Télémétropole, le parlementaire a fait valoir que le Sénat est utile pour l'équilibre des pouvoirs. Ce qui signifie qu'il faut voir le Sénat comme une institution de contrepoids à l'exécutif. Mais tout dépend de la manière dont les pouvoirs sont distribués ou redistribués au niveau de la Constitution. Autrement dit, quand on parle de la démocratie, on voit la Constitution d'abord. Le Sénat est utile. Une législature peut ne pas être performante. C'est-à-dire une législature, c'est-à-dire un Sénat constitué d'un ensemble d'hommes et de femmes à un certain moment X de l'histoire peut ne pas donner les résultats escomptés. Mais le Sénat, en tant qu'institution démocratique, est toujours utile. Maintenant, donc c'est pas le Sénat qui ne soit pas bon à tous les niveaux. Par exemple, j'aurais pu me demander, est-ce que la justice fonctionne bien?
Est-ce que l'exécutif fonctionne bien? Est-ce que la police fonctionne bien? Est-ce que la presse fonctionne bien? Est-ce que l'Église fonctionne bien? Donc, c'est la société qui a le problème. Oui, mais si c'est la société qui donne les sénateurs, lors même qu'on constate, qu'on observe ces genres de problèmes, est-ce que la solution, c'est de dissoudre cette institution? Parce que, in fine, ce qu'on reproche au Sénat actuellement, c'est ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, pourquoi vouloir garder la Chambre des députés et ne pas garder le Sénat? Est-ce que quelque part, la Chambre des députés n'est pas plus malléable que le Sénat? Il faut voir ça, parce que nous ne sommes pas encore sortis de la transition démocratique. On veut une chose, c'est vrai, mais cependant, est-ce que nous sommes déjà sortis? Est-ce que nous avons la garantie que l'exécutif ne fera aucun abus des pouvoirs qui lui sont confiés sans le Sénat? Est-ce que quelque part, on critique, quand on critique par exemple les sénateurs, de se laisser inféoder au pouvoir exécutif, d'être manipulés par l'exécutif, pas seulement les sénateurs, les députés également. Est-ce qu'une chambre n'est pas plus facilement manipulable que deux chambres? Il s'agit d'une question de recherche d'équilibre. On pourrait avoir l'impression que l'institution n'est pas utile, ce qui est faux. Le dimanche 7 mars prochain est la date retenue par des représentants du secteur de la santé en Haïti pour marcher contre la détérioration du climat sécuritaire dans le pays. Les organisateurs s'attendent à ce que tous les secteurs de la vie nationale prennent part à cette initiative dont l'objectif est d'exiger des autorités qu'elles adoptent sans attendre des mesures en vue de freiner l'action des criminels. Suivez les explications du docteur Odile L'Espérance. Je dis à nous lever voix bien haut pour demander justice pour docteur Ernst Padi, justice pour Miss Edline Lumentor, que machine assassinat elle a passé prend. Et nous demandé justice en même temps tout pour tout le monde que kidnapping décapitalisé la guerre deux bras balancés dans le pays. Situation ça, son enchaînement, son continuité liée. L'année passée, nous, gens, nous perdu Maître Doval, nous perdu Evelyne Sincère, nous perdu Grégory Saint-Hilaire, et dans le commencement, il y a un petit monde 5 ans lâchement assassiné. Situation ça, nous ne pouvons pas tolérer dans le pays. Nous choisissons vivre en Haïti, il faut des conditions pour nous vivre. Personne ne aujourd'hui pas épargné. Rester là, caillou, pas veut dire que ou en sécurité aujourd'hui. Même gens, nous faisons déjà, nous marchons ensemble avec l'autre groupe dans la manifestation qui fait, eh bien, dimanche ça, nous invitons tout l'autre secteur. Rejoignez-nous dans marche ça dimanche. Nous voulons parler de paysans, protestants, vaudouisants, catholiques, secteur syndical, syndicat moto, syndicat machine, étudiants, universités, journalistes. Marcher pour la vie avec nous dans la rue et tout artiste, tout le monde sans distinction professionnelle rejoignez-nous dans la rue. On a commencé là devant l'hôpital général pour nous marcher contre l'insécurité, contre l'impunité, contre l'assassinat qui est fait sur chaque citoyen dans le pays d'Haïti. Nous avons commencé à 10h le matin dimanche 7 mars 2021 devant l'hôpital général. L'hôpital général que nous connaissons qui a l'autre nom qui c'est Maman la vie. Donc, puisque nous allons marcher pour la vie, nous allons commencer devant Maman la vie. Après ça, nous allons monter dans la rue Saint-Honoré pour nous arriver sous Champ de Mars. Deux Champs de Mars, nous allons traverser dans le chemin des Dalles, côté que nous allons pour nous prendre pause, pour nous payer un tribut à Dr Padi, qui a été assassiné récemment. Nous connaissons quelles conditions après une tentative de kidnapping. Après ça, nous allons traverser l'avenue John Brown pour nous tomber sous Nazon, arriver Carrefour Résistance. Carrefour Résistance, tout haïtien connaît qui ça veut dire. De Carrefour Résistance, nous avons monté sur l'autoroute Delma, traversé Delma 60 pour descendre sous Boudon, descendre sous Place Canapé Vert, et puis pour nous finalement finir marche là, et devant le laboratoire l'Espinasse, dans l'avenue Christophe là, côté Dr Padi, qui est assassiné. Donc nous avons rappelé que ce n'est pas une marche corporatiste, ce n'est pas une marche nous avons fait juste pour nous défendre l'intérêt médecin, défendre l'intérêt infirmière, mais c'est une marche pour nous dire non à l'insécurité, qui sont un phénomène systémique qui traverse toute couche dans la société, quelle que soit la profession. Donc nous attendons tout le monde dimanche matin à 10h pour nous dire à bas insécurité, pour nous aller marcher pour la vie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure,
même chaîne.